J'ai lu un truc, ça s'appelle « Face à l'écologie antipopulaire, tout changer ». Et ça a été écrit par Jean-Baptiste Grenier le 24 décembre 2023 et publié sur leventselève.fr. Dans cet article, Jean-Baptiste Grenier nous explique que l'écologie politique est bien loin des préoccupations de nombreux Français. Non mais attends, c'est quoi l'écologie politique ? C'est aussi bien les prises de position que les politiques publiques, que ce soit de Europe Écologie Les Verts, ou bien le discours libéral sur l'écologie du gouvernement, ou bien le discours présent dans de nombreuses sphères intellectuelles. Pourquoi du coup c'est loin de la préoccupation de nombreux Français ? Eh bien, parce que le discours écologique est moralisateur, donneur de leçons et individualisant. Qu'on pense à l'histoire du barbecue et de la virilité toxique, ou alors la suppression du sapin de Noël à Bordeaux, ou encore le discours de la première ministre sur la sobriété individuelle sur le chauffage, ou les injonctions à arrêter de prendre l'avion, de changer de voiture, de changer de chauffage, on dit aux individus que le destin de la société repose sur leurs épaules. Deuxièmement, le discours écologique est déconnecté des conditions matérielles d'existence des classes populaires. Ah oui, attends, c'est quoi les classes populaires ? D'après Louis Morin, le directeur de l'Observatoire des inégalités, c'est les 30% de gens qui ont les revenus les plus bas. Ok, donc, le discours écologique encourage à changer de voiture, rénover sa maison, changer de chauffage, manger bio, et du coup, c'est en décalage complet avec la vraie vie, celle du travail, celle des dettes. Et ça ne prend pas en compte les contraintes temporelles et économiques des classes populaires. Troisièmement, on ne comprend pas vraiment ce que dénonce l'écologie en vigueur. Pour les écolos libéraux du gouvernement, c'est les habitudes de consommation des gens, et les humains en général. Tandis que pour les Verts, il s'agit plutôt du capitalisme, du patriarcat, de la société de consommation, et même parfois du prolétaire qui veut avoir un pavillon en banlieue, s'acheter une voiture et avoir une télé. Du coup, l'écologie politique ne met pas de nom ni de visage sur ses ennemis. Alors en plus, si les Verts invitent un essayiste libéral pour le lancement de leur campagne aux élections européennes... Quatrièmement, les classes populaires sont bien plus économes et plus sobres que les plus riches, mais ils en tirent bien moins de gains symboliques. Comment ça ? Bah ouais, la sphère écolo valorise beaucoup plus les startups écolos, les bobos bio à vélo et les vacanciers qui choisissent le train, que ceux qui réduisent leur consommation d'eau, d'électricité, ou bien ceux qui prennent les transports en commun, alors même que c'est le quotidien de la majorité des classes populaires. Ah bah ouais, tu m'étonnes qu'ils se reconnaissent pas là-dedans. Mais il y a également une rupture géographique. Les grandes villes et les métropoles se verdissent. Lyon, Bordeaux, Marseille, Strasbourg. Avec des pistes cyclables, des magasins bio, des ressourceries, des transports en commun. Alors que la France rurale et périphérique voit les services publics s'éloigner, les commerces locaux être détruits par les grandes surfaces et les chemins de fer fermés au fur et à mesure. Ce qui mécaniquement va augmenter l'utilisation de la bagnole. Alors forcément, aux élections locales, l'écologie politique pédale dans la semoule. Ah bah vu le tableau, c'est clair que les écolos vont avoir du mal à séduire les 30% de classe populaire. Eh oui, d'autant que la bifurcation écologique possède encore beaucoup de zones d'ombre. Globalement, l'écologie politique, c'est deux grandes idées phares. La dénonciation du saccage de la nature par les ultra-riches, et la projection d'un futur désirable en harmonie avec les êtres vivants et la nature. Ouais, ok d'accord, mais comment on passe de l'ancien monde au nouveau monde ? Bah déjà, intuitivement, la plupart des gens savent que la bifurcation écologique va bousculer leur mode de vie. Et actuellement, plus sûrement pour les classes populaires que les ultra-riches. Notamment en ce qui concerne le logement et le transport. Bah oui, entre les politiques de zéro artificialisation nette des territoires et l'interdiction de la location des passoires thermiques, c'est donc tout mécaniquement que l'accès au logement baisse. Parallèlement à ça, 77% des Français déclarent ne pas vouloir renoncer au logement individuel. Ah oui, mais faut faire quoi ? Bah déjà, il faut que le discours sur l'écologie politique propose une différenciation territoriale à l'application de ces politiques. Et il faut aussi cibler sur qui on fait porter ces efforts. Ah bah ouais, tiens, sur qui ? Eh ben par exemple sur les 3% de gens qui possèdent 25% du parc de logement, 8,3% des logements vacants et 9,5% des résidences secondaires sous-occupées. Oui, par exemple. Ok, et t'avais parlé transport aussi. Eh ben oui, aujourd'hui 83% des kilomètres sont parcourus en voiture individuelle. Qui roule toujours largement au pétrole donc. Alors même si on développe massivement les transports en commun, d'ici 2050 on aura encore besoin de 50% de voitures individuelles. Au vu de l'aménagement du territoire et de la répartition géographique des Français. Ah du coup, il faut que tout le monde achète une voiture électrique. Eh oui, et c'est ce qui pose problème à de nombreux partis de gauche, avec ses nombreux risques écologiques, que ce soit l'utilisation de certains matériaux, les problèmes de pollution au freinage, le problème posé par les batteries. Il faut donc planifier une sobriété de l'utilisation de la voiture électrique. Réduction du poids des bagnoles, réduction du nombre de kilomètres parcourus, recours massif à l'utilisation du covoiturage, et une politique publique ambitieuse afin que chaque ménage ait accès à une voiture électrique. Ouais, pas sûr que la voiture électrique soit vraiment une solution.
Et du coup, face à ce constat, ce que propose Jean-Baptiste Grenier, c'est une remise à plat complète, claire et précise, qui parte du déjà là écologique des classes populaires et des pratiques individuelles et collectives vertueuses déjà existantes. Et donc il propose de se mettre d'accord sur les objectifs du discours écologiste. En 1, il faut mettre en place un agenda politique et médiatique pour un programme de bifurcation écologique qui va lier les questions environnementales et les questions sociales. En 2, il faut que ce discours soit ancré au plus proche des réalités matérielles des classes populaires. Ouais, c'est-à-dire? Il faut que ce discours parte systématiquement de la question de la satisfaction des besoins fondamentaux. Se loger, se nourrir, se déplacer, se faire plaisir. Il faut expliquer en quoi la crise écologique et sa gestion capitalistique et néolibérale est à l'origine des difficultés de pourvoir à ces besoins fondamentaux. Il faut préciser comment la bifurcation écologique va répondre à ces besoins fondamentaux. Et privilégier systématiquement du concret, du tangible, du raisonnable, de l'intelligible. Donc si je résume, il veut proposer un horizon qui lie à la fois écologie, pouvoir d'achat et sortie des besoins essentiels de la sphère marchande. Et t'as des exemples? Parce que là, c'est vachement théorique. Eh ben, se chauffer. Le marché de l'énergie est dominé par la logique néolibérale, ce qui renforce la crise écologique et soumet des millions de personnes aux aléas du marché. Oui, et notamment les classes populaires. Mais oui, c'est clair. Alors qu'avec un réseau de chauffage alimenté par des énergies renouvelables et locales, géothermie, récupération de chaleur industrielle, biomasse, on obtient une chaleur renouvelable au prix maîtrisé et ça vient baisser structurellement les émissions de CO2. Ah ouais, ça c'est cool. Et si en plus c'est géré par un opérateur public ou une gestion citoyenne ou bien les pouvoirs locaux, on sort un besoin fondamental, se chauffer, de la logique du marché pour en faire un bien commun. En 3, il est nécessaire de mobiliser les clivages favorables à un programme de rupture écologique. De quoi? Clivage numéro 1, nous, le peuple, qui fait déjà ce qu'il peut et qui fera collectivement sa part, contre eux, les 1 à 5% qui vivent au-dessus des moyens de la planète. La responsabilité des classes populaires doit être mise en avant pour justifier l'effort collectif indispensable à l'évolution et la sobriété de nos modes de vie et de consommation, et pour mettre la pression aux classes aisées et oisives. Clivage numéro 2, dont se sert beaucoup la gauche, mais aussi la droite et l'extrême droite d'une autre manière, nous, le peuple souverain, et eux, le capitalisme néolibéral, et l'Union européenne avec son triptyque croissance, concurrence, mondialisation, qui saccage d'ores et déjà toute la planète. En 4, élargir l'alliance écologique au-delà des assauts et des réseaux traditionnels, et faire des passerelles avec le monde syndical. En 5, construire une économie de guerre face à la crise écologique et lancer les grands chantiers de bifurcation. Rénovation thermique des logements, transformation agricole, réindustrialisation verte. Mais pour ça, il faut une mise en valeur permanente des pratiques écologistes populaires, des métiers populaires liés à l'écologie, créer tout un nouvel imaginaire de vacances en France plutôt qu'à l'étranger, et redonner de la valeur au sens de l'économie. Eh ben, sacré programme. En conclusion, Jean-Baptiste Grenier nous dit que notre système économique capitaliste et néolibéral saccage la nature et le travail, et rend impossible le fait de satisfaire les besoins fondamentaux des hommes. Le rôle du politique, c'est donc de s'opposer à tout ça, de prendre des décisions courageuses et refuser les propositions faiblardes se gargarisant d'être nuancées. Alors oui, la construction d'un programme et d'un discours écologique, c'est un défi complexe et difficile, mais il est essentiel de le relever avant que l'extrême droite ne s'en empare. Et ben voilà, c'était J'ai lu un truc.